Voilà, et nous allons sans transition, là encore, enchaîner avec la toute dernière table ronde de la journée, où on a la chance d'avoir avec nous sur ce plateau deux opérationnels des ressources humaines, hein, voilà, qui vont se présenter dans un instant. Un coach thérapeute qui va aussi nous parler de santé mentale et de l'accompagnement de l'expérience collaborateur au quotidien. Et puis Mathieu qu'on retrouve. Et je rappelle pour tous que vous avez ce très beau référentiel non pas de compétences, j'ai l'habitude de dire compétences, référentiel des qualités QVCT qui est disponible, je crois que sur le stand de la NAC là-bas, et qui est encore une fois, parole de DRH, un vrai document opérationnel intéressant que je vous invite à découvrir. Voilà. Alors, sur ce sujet de l'environnement du travail, évidemment, on a parlé d'expérience collaborateur toute la journée, mais sous l'angle du RH, du leadership, du management, d'un certain nombre de sujets. L'environnement de travail, la question qu'on va se poser tous ensemble, c'est quelle place elle a, quelle place les conditions de travail, l'environnement de travail a ou pas dans l'expérience collaborateur. Parce qu'on a vu que l'expérience collaborateur couvrait, c'est un peu une pieuvre qui couvre des tas de choses. Est-ce que ça couvre des aspects de process RH seulement, ou de culture, de valeur? Est-ce que ça touche finalement aussi à l'ambiance de travail au sens physique du terme et psychosocial du terme? Donc ça va être un peu l'angle. Hein. Vous allez tous les opérationnels RH en particulier, on va entendre ce que vous avez à dire sur le sujet. Mais je suis curieux de vous entendre là-dessus, parce que souvent on associe la QVT ou la QVTC à un aspect d'hygiène. Alors, on a évolué là-dessus grâce au référentiel qui arrive, mais on est encore un peu là-dessus dans beaucoup d'entreprises. Donc en quoi c'est finalement un facteur moderne d'attractivité et d'une expérience collaborateur positive? C'est ça qui va être intéressant de découvrir. Alors, je vais vous proposer de vous présenter rapidement chacun et chacune. Voilà, on va circuler comme ça, et puis ensuite on démarrera les témoignages. Sofali, tu commences? Donc, bonjour à tous, donc Sofali Prac. Je suis responsable RH et expérience collaborateur au sein de la Caisse d'épargne Hauts-de-France. Donc mon objectif, moi, c'est d'accompagner un peu la DRH dans tout ce qui est transformation culturelle au travers des sujets d'engagement, d'expérience collaborateur et de marketing RH. Merci, on va en parler. Mathieu, qu'on ne présente pas, qui était là tout à l'heure. Donc Benoît Paxeux, je suis le directeur du développement RH chez Kiloutou, en charge en particulier des services support et des filiales et d'un certain nombre de grands projets RH dont l'expérience collaborateur fait partie. Voilà, David Dupré, je suis fondateur de WeTalks. C'est une plateforme d'accompagnement pour prendre soin de la santé mentale des collaborateurs. Très bien, donc on va, si vous le voulez bien, commencer par les deux expériences d'entreprise qui nous font le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, donc la Caisse d'épargne et Kiloutou. Sokfali, si on commence avec toi, finalement, la question que je viens de poser en amont, quelle réponse tu peux apporter? Quelle est la place, finalement, des aspects liés à l'environnement de travail, par rapport à d'autres aspects, dans l'expérience collaborateur que tu développes dans ton entreprise? Alors, ce qui est important, en fait, en Caisse d'épargne Hauts-de-France, c'est que déjà, l'expérience collaborateur, ce n'est pas l'affaire d'une seule direction. C'est finalement quelque chose qui est incarné par nos 3000 collaborateurs, parce qu'en Caisse d'épargne Hauts-de-France, pour vous faire très rapidement un point, on est 3000 collaborateurs, 300 agences. On est la seule banque qui couvre le territoire des Hauts-de-France à 100%. On a une agence Caisse d'épargne toutes les 10 minutes en zone urbaine et toutes les 20 minutes en zone rurale. Et donc, notre objectif, c'était de pouvoir toucher vraiment tous les collaborateurs. Et en termes de qualité de vie et de conditions de travail, quelle est la place? La place, elle est très importante, puisqu'en fait, notre politique de QVCT, finalement, elle est intégrée au sein de la DRH à travers finalement 3 grands piliers. On parle des sujets de santé, on parle des sujets d'équilibre vie pro, vie personnelle, et puis également tout ce qui est en lien avec vraiment la sphère professionnelle. Donc on a vraiment 3 piliers, et en fait on les anime à travers des conférences, des dispositifs d'accompagnement aussi, de sensibilisation. Donc c'est quelque chose qui a une place très importante. Et puis au-delà de cette politique QVCT, on a aussi un peu l'environnement de travail.
faut savoir qu'on a 3 sites à Amiens, à Lens et à Lille. D'ailleurs, on a notre siège donc de chèque que vous pouvez voir si vous voyez à l'extérieur. Et donc, en fait, au-delà d'un bâtiment, en fait, c'est des usages, c'est un accompagnement, c'est vraiment un environnement qu'on apporte aux collaborateurs, au-delà vraiment du seul environnement en tant que tel. Est-ce que c'est un élément qui est de nature à retenir est-ce que tu as mesuré l'impact de ces aspects-là sur la rétention des collaborateurs, enfin l'attraction, la rétention? Ou bien est-ce que c'est neutre finalement? Est-ce que c'est des éléments plutôt de satisfaction générale ou est-ce qu'il y a un impact vraiment réel sur le nerf de la guerre, c'est-à-dire les talents? Est-ce qu'il y a un constat de ça, une mesure, quelque chose? Alors, ce qui est intéressant en fait de savoir, c'est que pour vous donner un peu une tranche un peu d'idée, en Caisse d'épargne de France, on est sur 400 recrutements à l'année, donc en CDI, en alternance. Donc c'est un beau volume. Et en termes de mesures, on le constate aussi, parce que peut-être qu'on en parlera peut-être après, mais nous, on a décidé en fait d'avoir une mesure, enfin 2 types de mesures en Caisse d'épargne de France. On a une mesure tous les 2 ans, où finalement, c'est une enquête qu'on fait à tous les collaborateurs. On a une 50aine de questions où on traite des sujets d'engagement, d'adhésion, de charge de travail. Donc on essaie un peu de mesurer aussi un peu la situation générale de l'entreprise. Et puis en parallèle de ça, on complète finalement ces enquêtes par des écoutes collaborateurs, mais aussi par ce qu'on appelle un Net Promoter Score employé, donc un NPS collaborateur, où finalement c'est une enquête très simplifiée, où on a une seule question, où on pose la question aux collaborateurs de savoir si ils sont prêts à recommander notre entreprise comme un lieu où il fait bon de travailler. Alors c'est quoi le score? Quel est le dernier score en date? Alors, oui, je peux le dévoiler, il est de 19. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a lancé en fait ce score, donc en 2021, pas beaucoup de banques, en tout cas, étaient prêtes à le faire, parce que derrière, on se dit, est-ce qu'on est prêt? Et on était sur un score négatif. Et puis en fait, on est la première banque à l'avoir, Caisse d'épargne, à l'avoir lancé. Et en fait, on est très fiers parce qu'en fait, c'est un travail vraiment de longue haleine. Parce qu'entre 2021 et aujourd'hui, on est passé quand même de moins 34 à aujourd'hui à plus 19. Donc c'est quand même un sacré score. Et on a encore du progrès. Pour autant, c'est quand même c'est important pour nous parce qu'en fait, au-delà de ces mesures, on a accompagné tous ces dispositifs par des plans d'accompagnement, des directions individualisées pour essayer vraiment d'adapter chaque direction aussi sur son plan d'action. Voilà. Très bien. On va revenir en détail après sur chaque parcours, mais on fait une vue générale et puis on descendra ensuite. Benoît, même question. Pas pourcentage, mais quelle part la QVCT, ce que ça recouvre, occupe dans ton expérience collaborateur? Alors comme ça a été dit, c'est un spectre ultra large. On parlait de l'équilibre vie pro-perso, des conditions de travail. Vous avez évoqué la notion d'ambiance de travail. Nous, on est sur un métier qui est difficile par nature, puisque on est un loueur de matériel, et donc on a des équipes commerciales, des équipes techniques qui sont au contact de ce matériel. Ça veut dire la station de bouse, ça veut dire du port de charges lourdes, et donc par nature, on est sur un métier qui est exigeant, qui est dur. Et où la notion de conditions de travail au sens strict est très forte. Donc on a un enjeu d'amélioration de ces conditions, donc au travers de matériel d'exploitation qui viennent faciliter la vie du collaborateur. C'est un élément forcément fondamental chez nous. Par contre, on l'a pris un petit peu dans l'autre sens. Vous avez dit environnement de travail. Moi, je vais dire environnement de travail de proximité. C'est-à-dire que pour nous, la première chose à laquelle les collaborateurs sont attachés et dans laquelle on retrouve la qualité de vie au travail, c'est les relations que l'on a entre nous. C'est-à-dire comment je m'entends avec mon manager, comment je m'entends avec mes collègues, comment je m'entends dans mon environnement de travail. Est-ce que la relation est bonne? Est-ce qu'elle est fluide? Est-ce qu'elle est facile? Est-ce qu'il y a de la tension? Donc nous, on a essayé de développer un concept, alors au travers d'un cabinet qui avait mené une enquête d'engagement dans une région, et on avait été très touché, entre guillemets, par le concept de relation attentionnée. C'est
c'est notre capacité à se dire bonjour, à prendre le temps autour d'une machine à café, à remercier, à féliciter. Voilà, donc c'est quelle attention on se porte les uns aux autres. Et je pense que c'est souvent la première dimension qui va être génératrice potentiellement d'un départ chez un collaborateur, plus que tout le reste. Et c'est souvent quelque chose qui est un peu négligé, parce que ça paraît très simple, ça paraît quasi évident, et je disais toujours, voilà, c'est le bon goût des choses simples. C'était quelque chose qui avait été marketé dans l'agroalimentaire, et j'aimais bien cette expression, parce qu'on a tendance toujours à réfléchir avec... sans faire offense, mais par le biais de plateformes, par le biais du bâtiment, par le biais d'événements, voilà. Et à nos yeux, il nous semble important de revenir à comment nous échangeons entre nous et quelle attention on va se prêter l'un à l'autre, notamment dans la relation managériale. Et c'est ça qu'on a essayé de développer, notamment au travers d'un petit programme de formation à destination des managers, et c'est là-dessus qu'on cherche vraiment à appuyer pour dire c'est une donnée fondamentale qu'on a souvent tendance à négliger ou à oublier parce qu'on est pris par une surcharge de travail, par des impératifs, par des enjeux, et il faut toujours le remettre sur le devant de la scène parce que c'est ça qui crée du lien, et c'est ça qui crée aussi une forme de fidélité. Et une forme d'engagement, parce que vous disiez on peut partir, mais on peut aussi rester et devenir toxique si la relation humaine n'est pas bonne. Exactement. Ce qui est pire. Et est-ce que Benoît, est-ce que Mathieu, pardon, dans ton référentiel, est-ce que c'est hors scope ça ou pas? Les relations, la qualité de la relation humaine, ça, est-ce qu'on n'est pas du tout dans le même sujet, ou bien on est à la frontière ou pas du tout? C'est intéressant de... Ouais. Merci. Alors, c'est le référentiel construit par l'agence. Hein. Il y a du monde qui a travaillé là-dessus. C'est un savoir-faire acquis depuis plusieurs années. Moi, j'en fais la promotion. Je salue les collègues en passant. Je dirais simplement que, oui, la qualité de la relation est au centre de la qualité de vie et des conditions de travail. Le référentiel QVCT, il va moins sur ce registre-là qui serait celui de la qualité de la relation quotidienne, disons, ou la bienveillance, etc. C'est un peu je dirais que c'est sous-tendu dans ce qu'on propose, mais il va plutôt mettre l'accent sur comment, en faisant du travail commun un sujet d'échange où l'écoute est là. On peut écouter le point de vue d'un collaborateur, on peut écouter une difficulté dans le travail, on peut essayer de s'en saisir collectivement, on peut essayer enfin voilà, c'est ce que je racontais tout à l'heure. Ensuite, sur l'élaboration collective et l'avenir qu'on donne à ces empêchements connus dans le travail, etc. Et ça, quand on arrive à le mettre au cœur des discussions, vraiment à l'échelle de l'atelier, à l'échelle du service, ça repose fortement sur la confiance qu'on se fait. Donc oui, ce que vous dites, absolument, c'est sûrement aussi au cœur des affaires. Alors le référentiel lui-même ne va pas sur ce terrain précis là, mais par contre c'est vrai qu'on peut dire que la confiance réciproque, qui passe par des attitudes dans la situation, est sûrement une condition pour pouvoir élaborer sur le travail. Effectivement, il faut pouvoir s'autoriser aussi à témoigner d'une difficulté dans le travail. C'est pas toujours aussi simple. C'est intéressant parce qu'on connaît tous des environnements de travail dans lesquels les bureaux, c'est pas terrible, les conditions physiques de travail, ça pourrait être mieux, mais la qualité des relations humaines est telle, je ne dis pas que ça va compenser complètement, mais à la limite, ça va compenser quelque part. Et ça va être, on va pouvoir engager les personnes sur d'autres critères que simplement l'aspect matériel. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper des machines et des sols et des conditions de travail, mais les conditions de travail ne font pas tout, et effectivement, et c'est bien de l'intégrer. Toi, tu es un professionnel un peu de l'écoute, des groupes de parole. Enfin, tu vas nous expliquer un peu comment dans ton activité, je rappelle que tu es fondateur de WeTalk, de coach et thérapeute. Donc, explique-nous un peu comment tu entends ces choses-là, les conditions de travail, la bienveillance, tous ces thèmes-là. C'est clair que la relation est primordiale. Et j'aime bien entendre que voilà, dans un climat de confiance, on peut avoir un échange authentique. Je rajouterais que c'est important également d'être en relation avec soi. Comment je vais et comment je vais vraiment. Je me demande
dans vos organisations, si vous posez la question à vos collaborateurs comment ça va, j'imagine que 99% disent bah oui, ça va. Mais qu'est-ce qui se passerait s'ils te répondaient bah finalement ça va pas si bien quoi. Alors est-ce qu'il y a cet espace-là déjà pour se poser, pour prendre conscience de comment je vais vraiment, il faut déjà prendre le temps de se poser cette question-là. Et après d'être en authenticité. Donc je suis content de voir que bah, c'est possible. Alors après jusqu'à quel niveau, mais en tout cas nous chez WeTalk, on propose un espace confidentiel, sécurisé, sécurisant pour se permettre de se poser cette question-là. Parce que c'est pas simple de montrer sa vulnérabilité, sa fragilité aux autres, de se dévoiler. Donc voilà, on a peur du jugement. Donc là, nous ce qu'on propose c'est cet espace-là pour être en vérité avec soi, pour être après en vérité avec l'autre. Voilà. Et ça se traduit comment? Donc c'est une plateforme ou on a une vraie personne qui serait pas de ChatGPT en direct ou comment ça marche? Concrètement, c'est voilà, les ressources humaines mettent à disposition la plateforme. C'est le collaborateur qui choisit la thématique sur laquelle il sent qu'il a besoin d'avancer. C'est son choix. Il est acteur de son bien-être. Et que ça soit sur des thématiques professionnelles ou personnelles. Il n'a pas besoin de demander l'autorisation. Il y va librement. C'est d'une manière confidentielle. Et après, il part pour un parcours de 4 séances. Voilà, inter-entreprise, c'est de l'individuel en collectif. C'est ça qui est très puissant. Très bien. Alors on va effectivement, on va approfondir un petit peu tout ça en repartant sur les 2 expériences des caisses d'épargne et Kiloutou. Est-ce que si on revient sur le parcours d'expérience collaborateur, sur les différents processus, sur les différentes phases, etc., est-ce qu'il y a une phase ou 2 ou 3 dans lesquelles vous êtes le plus fier, c'est-à-dire celle qui fonctionne le mieux, vous mettrez 20 sur 20 ou 17 sur 20 entre l'expérience candidat et jusqu'à l'expérience, tu disais tout à l'heure, d'alumni ou de off-boarding ou de retour, peu importe, sur l'ensemble de la chaîne de valeur, j'appelle ça une chaîne de valeur. Voilà, quels sont les highlights, les choses que vous avez envie de mettre en avant l'un et l'autre dans vos entreprises? Je démarre alors. Bah oui, j'aurais pas dû me plonger sur le micro. Alors, je pense qu'on a quand même 2 fiertés. On se mettra jamais 20 sur 20, parce que ça n'existe pas. Malheureusement, la perfection n'existe pas par nature dans un métier humain. On a 2 fiertés. La première, vous l'avez cité, c'est l'expérience candidat. On a fait un effort important au travers de plusieurs réalisations. La première, alors j'expose quelques actions, hein. La première, ça a été la mise en place d'une plateforme d'entretien flash, c'est-à-dire qu'on offre la possibilité à tout candidat en 3 clics de passer un entretien avec un RH en direct, donc il prend rendez-vous et pendant 10-15 minutes, il échange avec le recruteur. Il y aura une issue favorable ou défavorable, peu importe. Mais en tout cas, on casse le code du CV et puis de la sélection sur des critères précis. On prend l'individu comme il vient avec son projet. Donc ça, c'est une première illustration. Une deuxième illustration, ça a été un travail avec un acteur qui est dans la salle, donc qui est la plateforme Yago, où on a été marqué par un point, c'est que aujourd'hui, recruter, la priorité, c'est de trouver un ou une candidate. J'ai envie de dire, le reste est tout de suite moins important quand on est recruteur. C'est pas du désintérêt pour les candidats qu'on ne retient pas, mais c'est qu'à un moment, ils ont un temps à consacrer à traiter les candidatures, à traiter les entretiens, et souvent est un peu bâclé l'étape de « je réponds aux candidats ». Et donc on travaille avec une plateforme qui s'appelle Yago, qui apporte des réponses personnalisées avec un conseil d'amélioration sur le CV. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on fait avec eux. Et retenez un chiffre qui pour moi avait été le marqueur quand on a commencé à travailler avec Yago, c'est 65% des candidats à qui vous répondez gardent une mauvaise image de vous, soit parce que la réponse elle a été ultra standardisée, soit parce qu'elle n'a pas existé. Et donc, grosso modo, vous dépensez des sommes folles pour essayer d'attirer des candidats et vous les traitez très mal. Et donc, c'est fort de ce postulat-là où on s'est dit, nous, il faut qu'on renverse
le schéma avec une approche plus humaine. La deuxième référence, entre guillemets, elle est sur ce qu'on appelle le onboarding. Alors, on est parti d'un double constat. C'était la première opération qu'on mettait en œuvre dans le cadre du chantier expérience collaborateur. Et 2, on le mettait en œuvre parce qu'aujourd'hui, notre turnover se concentrait dans la première année. Et ça voulait dire qu'on ratait une étape dans notre processus d'intégration du collaborateur. Et donc, on a repensé tout le système autour de c'est quoi le rôle du manager et donc quels sont les actes incontournables qu'il doit mener dans l'intégration de son équipier. Ça va des temps de feedback réguliers, par la préparation du matériel, la préparation administrative. Enfin, il y a un tas de choses à mettre en œuvre, par la mise en place d'une plateforme aussi qui vient apporter du contenu au nouvel équipier avant qu'il arrive et pendant qu'il est là. C'est-à-dire qu'on cherche tout de suite à le fidéliser. On voit de plus en plus des comportements nouveaux chez les candidats et ça arrive de plus en plus fréquemment que des candidats vous disent oui, je viens chez vous et puis finalement ils sont rattrapés par leur employeur, etc. Et donc tout de suite on essaie de les agripper pour ne pas les perdre et leur montrer que Kiloutou peut être intéressant et on essaie tout de suite de les acclimater à la culture Kiloutou. Et donc ce travail-là aujourd'hui est plutôt payant parce que aujourd'hui on a plus de 85% de satisfaction sur les parcours d'intégration et ça c'est pas le manager qui le dit, c'est le nouvel équipier qui nous le dit et donc on a une vraie progression là-dessus qu'on ne veut pas lâcher. Ça n'enlève pas tout le turnover, hein, je vais être transparent, mais en tout cas on apporte un élément de réponse qui pour nous est important et on a des équipiers qui se sentent bien mieux intégrés et sur le métier, et ça c'est avec le collaborateur, avec le manager, et sur la culture de l'entreprise. Moi je dis toujours, il y a l'apprentissage métier et l'apprentissage de la culture, et les deux sont fondamentaux. C'est ça qui va développer le sentiment d'appartenance, et on essaie de travailler sur ces deux piliers. Donc voilà les deux grandes actions dont nous sommes plutôt fiers aujourd'hui. Il nous reste encore plein de chemins et plein de projets, voilà, mais c'est deux éléments qu'on arrive à valoriser aujourd'hui auprès des candidats et dont nous sommes plutôt fiers parce que je pense qu'on est plutôt dans le train de devant que le train de derrière. Et qui vous a valu, si ma mémoire est bonne, un trophée l'année dernière. Tout à fait. Day, hein, le prix du recrutement responsable. Voilà, donc il fallait le dire quand même en passant. Merci beaucoup. Sokfali, de ton côté, quels sont les highlights? Alors, nous aussi de notre côté, en fait, on a aussi deux dispositifs sur lesquels on est assez fiers, mais peut-être aussi quelque chose d'important à vous dire sur tout ce qui est finalement parcours collaborateur. En fait, nous, on a décidé finalement de créer notre propre méthodologie UX, donc de User Experience, de se dire, finalement, pour apporter une expérience différenciante, pour se différencier, on a posé finalement une méthodologie où on retrace vraiment les moments forts d'un candidat ou d'un collaborateur, donc ce qui vit vraiment dans l'entreprise. Et en fait, on a retracé vraiment tous ces moments-là pour créer le parcours. Et en fait, on a travaillé deux dispositifs, donc un dispositif de pré-boarding avec donc une application qu'on a développée qui est Accueillez-moi. Et en fait, on vient embarquer le collaborateur, enfin le futur collaborateur, dans une expérience immersive à travers des jeux ludiques, à travers des vidéos, à travers de la réalité augmentée. Et donc, le collaborateur, on parlait tout à l'heure de culture d'entreprise, finalement, avant d'arriver finalement devant son poste de travail, il a vraiment la connaissance de qui est son DRH, qui sont les dirigeants. Enfin, c'est vraiment très important que finalement les valeurs de l'entreprise soient déjà communiquées avant même qu'il arrive. Donc, il se sent finalement, avant d'arriver dans l'entreprise, déjà il appartient, on va dire, à une unité, à un collectif. Et donc ça, c'était très important déjà de travailler sur cette application. Donc, et dans cette application, on a 36 parcours, donc vraiment 36 jeux ludiques. Et puis on a un deuxième dispositif aussi, donc sur l'intégration.
Je pense que j'ai On a- peut-être une on a une vidéo petite, effectivement. pour vous expliquer. J'attendais ton feu vert. Exactement. En régie, est-ce qu'on peut Ouais. nous lancer la vidéo, s'il Exactement. vous plaît? Je vous laisse la regarder. C'est très court, hein, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de son? Si. Si, il y a du son. En principe, il y a du Ah. son. Petit souci de son. Si on peut la recaler avec le son, Ouais, ce serait si, top. Ce serait top, puisque justement, tout est expliqué Tout est là? Ah bon? sur le dispositif. Bon, après, il y a... Oh, je pense qu'ils vont faire. Ah, ils vont la refaire. Oui. Je préfère. Donc, ce qu'on va voir sur la vidéo, c'est lié à, C'est- quelle expérience ça? C'est Alors, la- c'est vraiment sur l'intégration. Donc, c'est un L'intégration. escape game que l'on a créé pour expliquer nos valeurs et finalement intégrer les collaborateurs dans un dispositif. Donc là, on n'a toujours pas le son. Il n'y a toujours pas le son? Si. Ouais. Bon, On dès va- qu'on est, on va continuer, puis Ouais, dès on qu'on va est continuer, prêt. mais- Hein, Bonjour voilà. à tous, moi c'est Thibaut, je suis chef de projet développement des compétences et formation à la Caisse d'épargne de France. Chez nous, pour accueillir les nouveaux collaborateurs, on a mis en place un moyen de découvrir la Caisse d'épargne pour apprendre de manière ludique et originale et vivre une expérience hors du commun. Ce qui t'attend, c'est un escape game en équipe. Au menu, énigmes, manipulation d'objets, réflexion, réalité augmentée, du challenge, le tout dans un temps imparti. Cet escape game a même remporté le trophée d'or des victoires des leaders du capital humain dans la catégorie DRH innovant. Bref, si tu as envie de nous rejoindre, postule et tu pourras ainsi tester notre escape game. À très vite. Donc voilà, ça explique bien le dispositif. Et si on fait le parallèle finalement, on était vraiment sur une expérience que l'on fait vivre à nos nouveaux entrants. Et derrière, on le raccroche aussi à tout ce qui est attirer vraiment de nouveaux talents, puisque derrière, l'idée c'est vraiment de venir recruter des nouveaux talents en Caisse d'épargne de France, mais surtout de faire vivre une expérience différenciante au sein de la Caisse d'épargne de France. Donc voilà. Super. Je voudrais qu'on fasse un petit arrêt sur image sur la notion d'écoute. On en a parlé, évidemment, ça fait partie du jeu. Et c'est lié à l'environnement de travail. Écouter les personnes sur ce qu'elles ont à dire sur leur chef, sur... alors, vous n'allez pas me ressortir vos enquêtes d'engagement, j'espère. On va parler d'autres choses. Mais bon, la vraie écoute. Comment écoutez-vous vos collaborateurs? Alors, peut-être qu'on peut... David, peut-être juste un mot là-dessus, toi qui es dans l'écoute. Est-ce que tu peux un peu lancer le sujet? Comment on écoute les collaborateurs individuellement, collectivement, peu importe, pour s'assurer qu'ils sont en phase avec leur environnement, tout va bien, on fait du check-in, enfin voilà, comment on fait? Il faut avoir de l'expérience, hein, donc c'est clair que quand quelqu'un est devant vous et vous témoigne de ses émotions, en tout cas vous pouvez lui demander comment tu te ressens et comment tu ressens vraiment, comment tu vis la situation. Et ben voilà, il faut juste écouter, regarder aussi le non-verbal. C'est aussi une manière d'écouter. Tous les petits micro-signes, les signaux faibles. Je pense que ça, c'est vraiment important. C'est une écoute globale, une écoute aussi active. Travailler sur la reformulation pour qu'il descende un peu d'un cran, qu'il aille plus en profondeur sur ce qui est vraiment important pour lui. Voilà. D'accord. Dans les entreprises, la caisse d'épargne, Kilotou, si je vous dis écoute, ça vous évoque quoi? C'est le manager et son équipe, c'est les RH, c'est des plateformes, c'est aller boire un coup avec les gens, c'est quoi? On parle de quoi? C'est un peu tout ça. Tout ça? C'est un peu tout ça. Je vous ai parlé tout à l'heure plutôt des enquêtes qualitatives, on va dire sur les mesures. Et puis en fait, au niveau des écoutes, c'est des ateliers que l'on peut mener, soit des ateliers de design thinking pour essayer vraiment d'écouter les collaborateurs, accepter aussi que voilà, on peut avoir des remarques positives et négatives sur des parcours. Ça, faut aussi le noter parce que c'est vraiment une source, en tout cas, d'inspiration pour se développer. Et puis après, au niveau des écoutes, c'est vous parlez un peu de qui écoute. Finalement, c'est tout le monde qui écoute, mais après, derrière, c'est formalisé différemment. C'est-à-dire que le manager, j'en parlais tout à l'heure, c'est que pour nous, notre ligne managériale, elle est très importante, puisque finalement, le manager de proximité, c'est celui qui va venir faire basculer l'expérience, soit positive ou négative. Et donc, du coup, voilà, on parlait de rétention des candidats. Elle est là aussi, c'est aussi avec les managers. Donc, il y a aussi cette écoute managériale, cette écoute aussi de la DRH. C'est important aussi de se dire que la DRH est un partenaire
des managers, un partenaire des collaborateurs. On est vraiment là aussi pour les écouter. Nous, on a des responsables RH qui ont vraiment un portefeuille, on va dire, de collaborateurs qui sont là en écoute, il y a des suivis vraiment de carrière. Donc l'écoute, elle est là aussi. Donc voilà. Benoît, Allo Kiloto, comment on fait? Alors, je considère pas qu'on soit une référence sur le sujet, donc ça, je veux pas le cacher. L'écoute chez nous, elle passe par la machine à café. Notre réseau d'agences, généralement, sont composés de 4, 5, 6, 7 collaborateurs. Et nos clients, on les invite souvent à la machine à café. Et quand on ouvre une agence, le premier truc que le manager fait, c'est allez, on va prendre un café. Alors c'est un café, un chocolat, ce qu'on veut. Et puis les premières questions, c'est comment tu vas, comment tu te sens, pro, perso. Voilà, donc c'est vraiment une clé pour nous. Et pour moi, c'est la plus importante et on la raccroche à la relation dont je vous parlais tout à l'heure. Ensuite, pour connecter à ce que disait David, je vais parler d'écoute profonde et c'est là où je pense qu'on est moins référent. Je pense qu'on n'est pas toujours suffisamment attentif à ce qui se passe dans la vie de nos collaborateurs, sur le plan pro, sur le plan perso. On a tendance à aller vite parce qu'on est pris par plein de choses. Et ce temps de pause profonde, je pense que c'est quelque chose qu'on doit réinstituer dans nos rituels managériaux et c'est ce qu'on prévoit là pour les années à venir. Alors je vais dire les années à venir parce que c'est pas parce que j'ai dit qu'en janvier 2024 c'était mis en place que tout le monde va le faire. Donc c'est quelque chose qui va prendre un petit peu de temps et on revient sur des notions. C'est quoi ton coup de gueule de la semaine ou de la journée? C'est quoi ton coup d'amour, c'est-à-dire le truc dont tu es fier, tu es content, ça s'est bien passé. Voilà, donc on veut revenir, reconscientiser et des belles choses et puis des irritants et que le manager soit en capacité de pouvoir accompagner le traitement de ces irritants. Donc c'est là où je reviens toujours sur cette relation de proximité qui pour nous est vraiment fondamentale. Et après, alors je suis désolé, effectivement, on fait aussi des enquêtes d'engagement parce qu'on a besoin de cette vision macro pour savoir où sont les grands sujets et pouvoir les traiter avec la DRH et avec les opérationnels. Bon, je note quand même, je te passe la parole Mathieu, que ni toi, Sokfali, ni toi, mon cher Benoît, n'ont évoqué les partenaires sociaux comme éventuellement un canal d'écoute. Mais bon, je dis ça en passant. On les aime bien, vous savez. Les aime bien. Voilà, on peut peut-être les intégrer quand même malgré tout. Mathieu, je te voulais intervenir. Merci. Que le manager soit en capacité de traiter les irritants, je reprends votre phrase parce que pour moi c'est un point de départ. C'est-à-dire quand on parle d'écoute, alors on a un recul dans nos métiers sur cette question-là, l'écoute des situations de travail, du vécu du travail. On peut se remémorer que en 82, avec les lois Auroux, l'expression sur le travail était instituée, qu'on a eu on a du recul par rapport à cette expérience-là, que Jean Auroux lui-même témoignait 2 décennies plus tard, 3 décennies plus tard, que des difficultés qui avaient été rencontrées dans la mise en œuvre de cette expression sur le travail. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui avait largement à voir. Et c'est important, avec la place des partenaires sociaux, le regard que portaient les managers sur ces espaces d'expression, sur la possibilité de faire quelque chose de ce qui s'exprimait dans ces espaces d'expression sur le travail. Et quand on parle d'écoute aujourd'hui, ça revient au devant de la scène. Et c'est important, les Assises du travail récemment ont remis ça aussi au devant de la scène, remettre en place des vraies dynamiques d'écoute si on veut pouvoir répondre aux enjeux qui concernent les aspirations à pouvoir trouver du sens dans son travail, une utilité dans son travail, ça passe par là. La limite qu'on connaît, il y a écoute, et l'écoute touchera ses buts si ce qui est exprimé dans ces espaces-là influence des décisions. Donc, c'est pour ça que je reprenais votre formule, le manager en capacité de traiter, parce que le manager de proximité, on lui demande beaucoup dans les organisations.
Dès qu'il s'agit de régulation, dès qu'il s'agit de prendre en compte des difficultés, d'assurer la production, etc., d'assurer des bonnes qualités de relations, c'est le manager de proximité souvent qu'on forme, à qui on demande d'assurer beaucoup en la matière. On sait que dans les organisations où on a plus de 2 ou 3 niveaux hiérarchiques, assez vite derrière, la question de la capacité prime. C'est-à-dire que là, il s'agit de savoir comment on soutient ce manager de proximité à qui on demande autant. Et on sait que dans les métiers, et pour bien connaître le secteur bancaire, on sait qu'entre un manager d'agence et le niveau 2 ou 3 qui va prendre des décisions davantage côté maîtrise des risques, orientation, développement, etc., ça devient un vrai sujet là ensuite. L'articulation entre ces niveaux managériaux. Et la seule écoute de terrain est loin de suffire. On ne peut pas demander à un manager de proximité de tout résoudre en matière de conciliation d'objectifs de performance et de santé ou de bonne qualité de relation. Et mon deuxième point, c'est prendre du champ, encore une fois. La France, on parle de culture, donc la culture à la française, qui a beaucoup de qualités, parce qu'on a une histoire intéressante du côté des rapports sociaux, de la construction du compromis, etc. Mais on a aussi des difficultés. Et des enquêtes européennes récentes ont montré que la France avait un petit peu de mal à poursuivre son développement du côté des organisations qu'on appelle un peu apprenantes. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que quand on dit écoute, est-ce qu'on est capable d'aller jusqu'à, par exemple, discuter ou écouter, prendre le point de vue du collaborateur sur comment pourraient évoluer ses objectifs professionnels? Les organisations apprenantes, c'est une de leurs caractéristiques. Ceux qui le pratiquent, parce qu'il y a d'autres pays européens qui sont en avance par rapport à nous sur ces sujets-là, on sait que les Scandinaves ont toujours un peu une longueur d'avance, mais d'autres aussi. Ça fait partie des critères majeurs qui font qu'à un moment donné, un salarié se retrouve dans son travail ou se projette. C'est parce qu'il peut être un peu contributeur dans la définition des objectifs de performance, notamment, à son échelle, pour son métier, dans son service, dans son périmètre. Et quand on dit fidéliser un collaborateur, travailler sur son expérience de collaborateur, c'est sûrement très important. Alors nous, c'est moins notre champ. Ce qu'on sait, nous, par contre, c'est que de travailler sur des objectifs pertinents et qu'à un moment donné, le collaborateur puisse avoir voix au chapitre dans un périmètre défini sur ces affaires-là, c'est très fortement contributeur d'une projection positive dans l'organisation. Et je rajouterai très rapidement, ça rejoint aussi ce que j'évoquais dans la keynote de tout à l'heure, c'est que là aussi la contribution du salarié, quand un projet de transformation se présente, de pouvoir là aussi en être et pouvoir faire valoir l'expérience qu'il a de son métier dans sa situation de travail pour infléchir ses projets d'organisation, ça c'est un signe très fort, perçu très positivement par les salariés quand c'est mis en œuvre par l'organisation. Merci mille fois Mathieu pour ces 2 points. On va revenir sur le manager après, parce que c'était mon point suivant, mais je vais rester sur ton dernier point qui était sur ce que j'appelle l'appropriation. Comment est-ce qu'on construit dans vos entreprises de l'appropriation de son environnement de travail, de ses objectifs, de sa destinée. Et c'est ça le vrai engagement, on en parlait tout à l'heure dans ma keynote, mais l'engagement, c'est pas de la motivation. C'est comment je choisis de m'engager, donc de m'approprier ce que j'ai autour de moi pour en faire quelque chose. C'est une question que j'ai pour tous les deux, Caisse d'épargne et Kiloutou, c'est dans les expériences que vous construisez, quelle est la part qui considère le salarié comme un acteur, comme quelqu'un qui s'approprie, versus il est dans une expérience qu'on lui propose, dans laquelle il est un peu un consommateur de ça, et puis ça se passe bien. Voilà. Quelle est la part, comment vous arrivez, ou pas, d'ailleurs c'est peut-être difficile, de construire de l'appropriation, et on parlera des managers après dans un deuxième temps, mais pour l'instant c'est vraiment sur le collaborateur, donc c'est pour suivre sur le point de Mathieu. Alors sur cette partie en fait collaborateur acteur, nous en Caisse d'épargne de France en fait il y a peut-être 2 points à retenir. Le premier, c'est qu'en fait dans toutes nos expériences on fait tester aussi soit un groupe de collaborateurs engagés, soit finalement des collaborateurs pour finalement qui prennent part à ces décisions, à la construction de ces nouveaux dispositifs. Et puis aussi, ce qu'on fait aussi, c'est lorsqu'on a des grands projets de transformation, finalement, les projets de transformation, ils sont construits avec eux. Donc on est vraiment sur de la co-construction avec les collaborateurs,
dans nos grands projets de transformation. Et si je vous prends l'exemple un peu là de ce que vous avez pu voir sur l'escape game ou bien l'application, bah finalement, on a construit ces dispositifs-là avec les collaborateurs, pour les collaborateurs, et en fait ils se sont voilà, avec des groupes projets où on les intègre directement. Donc je ne suis pas je suis dans une fonction voilà, commerciale, je peux prendre part à une action qui concerne toute l'entreprise. Donc on a vraiment travaillé sur collaborateurs, acteurs du changement et acteurs des projets d'entreprise. Je vais rejoindre ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'effectivement, dans les grands projets, les collaborateurs sont de plus en plus souvent impliqués et intégrés à la base. Je reviens sur les entretiens annuels. Nous impliquons le collaborateur dans la construction de ses objectifs. Voilà, ça c'est une donnée. Maintenant, vous dire qu'il a voix à tous les sujets, aujourd'hui, c'est pas une réalité, en tout cas chez Kiloutou. Alors, il n'y a pas d'opposition. Je vois bien que le marché du recrutement a considérablement évolué, les comportements des candidats, des collaborateurs évoluent, et on est dans un jeu de l'offre et de la demande, mais des deux côtés, hein. Donc le rapport s'est rééquilibré, diront certains, et donc moi il n'y a pas de jugement, il y a juste un constat. Je reviens sur la notion d'acteur. C'est une observation. Donc, dans d'autres entreprises et une remontée où, notamment sur la partie formation, il y avait cette donc je ne parle pas de Kiloutou, hein, je parle d'entreprise, et donc c'est un retour d'expérience que j'ai eu et que je pose sans réponse réelle. Il y a sans doute quelque chose qui a été raté à un endroit, mais j'entendais dire l'entreprise, voilà, on veut rendre acteur de sa formation le collaborateur en lui donnant accès à des contenus, et les collaborateurs ne s'en saisissent pas. Ils ne s'en saisissent pas. Alors il y a sans doute un problème de com, etc. Mais je trouvais ça aussi assez interpellant de me dire, bah, tiens, à un moment où il y a cette volonté de rendre la personne plus responsable, le désire-t-elle, a-t-elle le temps? Enfin, le problème est sans doute des deux côtés, mais ça m'avait interpellé parce que ils en arrivaient à dire, mais comment on rend acteur de leur développement professionnel nos équipiers, alors qu'on a cette volonté politique de le faire. Et il n'y a pas cette saisie. Je ne l'explique pas, mais moi, c'est juste redonner une forme d'équilibre entre le collaborateur, l'entreprise, le manager. Tout à fait. On se rend compte qu'il y a un jeu d'équilibre à trouver, et les réponses ne sont pas toujours aussi simple qu'on peut l'imaginer. Voilà, donc ça c'est un marqueur, parce que j'entendais ce que vous disiez sur être acteur, et je me disais, bah tiens, là il y a eu cette volonté et ça ne marche pas. Donc, il y a sans doute une étape qui a été ratée, et je ne sais pas vous la donner, mais en tout cas, malgré cette intention positive, on voyait qu'il y avait un point de blocage, et moi ça m'interpelle aussi sur, revenons à qu'est-ce qu'attendent de nous les collaborateurs, et je pense que c'est ça qu'on doit se réapproprier, et c'est là où je vous rejoindrai. On ne va peut-être pas suffisamment chercher ce qu'ils attendent individuellement et collectivement. Donc tout à fait, c'est un de ces paradoxes qu'on a à gérer. Exactement. Et d'où la notion, tu en as parlé, de coproduction. C'est-à-dire à un moment donné, c'est de la coproduction entre ce que peut faire le collaborateur, ce que le manager va lui-même initier, ce que l'entreprise, les RH vont mettre en plus. Et c'est peut-être ce cocktail-là qui finalement sera gagnant. Alors, c'est un peu une transition vers le manager, parce que pour que les gens aient plus d'appropriation qui n'arrive pas forcément naturellement, il faut donner de l'envie. C'est comment donner envie d'y aller. Et un élément clé, évidemment, de l'expérience collaborateur, c'est l'expérience manager, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui depuis ce matin. Alors là, très clairement, on est face au sujet de qui on nomme manager, d'abord.
est-ce que dans vos entreprises, vous avez dit, si vous me dites non, je ne vous croirai pas. Donc, est-ce que vous avez des difficultés là-dessus à nommer les bons managers, c'est-à-dire en gros ceux qui ont la vocation pour l'être et pas ceux qui ont mérité d'avoir une promotion? Parce qu'on sait bien qu'en France, en particulier, manager, c'est une récompense, c'est une promotion, etc. On est en train d'en sortir, mais c'est quand même encore beaucoup ça, n'est-ce pas? Le meilleur vendeur sera chef des vendeurs, le meilleur ingénieur sera directeur d'usine. On a tous connu ça. Comment vous combattez? Parce que pour avoir des vrais managers dont c'est la vocation de donner envie aux gens de s'engager, il faut que ce soit des personnalités qui ont envie d'y aller, elles aussi. Comment vous faites sur ce sujet? Est-ce que c'est un sujet chez vous? Pour moi, c'est un sujet dans la société en général. Je trouve que les jeunes n'ont plus envie de manager. Vous venez de le dire. C'est pas pour rien, donc il y a quand même quelque chose à faire. Dites-moi ce qu'on peut faire. On est dans les injonctions paradoxales, c'est ce que vous avez dit. On voit bien une défiance aujourd'hui des jeunes pour aller vers les métiers du management, parce que effectivement, c'est gérer une complexité, c'est gérer des individus qui ont leur propre regard, leur propre histoire, et c'est quelque chose qui n'est pas simple. Et en parallèle, ils ont, eux, des objectifs, des enjeux à tenir, et c'est là où peuvent naître les injonctions paradoxales. Pour moi, je pense qu'il faut une clarté dans les objectifs et dans les attendus que l'on peut avoir vis-à-vis de nos managers, dans les rituels, dans les responsabilités qui sont confiées, etc. Il faut que là-dessus, on soit extrêmement clair sur ce que l'on attend de nos managers. Il faut pouvoir les former, et ça, c'est un levier important. Et il faut pouvoir les accompagner, c'est-à-dire les managers de managers ont un rôle à jouer, les dirigeants ont un rôle à jouer, et puis on a aussi des outils qui peuvent venir supporter l'ensemble des actions que doivent mener le manager. Je pense que ce que WeTalk fait est un outil qui peut être au service du manager ou du collaborateur. On a de plus en plus de plateformes de coaching distanciel qui se développent. Ça aussi, c'est un outil qui est mis à leur disposition et qui leur permet d'aller trouver des ressources et des solutions. Voilà, c'est là-dessus qu'on essaie de faire bouger des lignes. Mais pour moi, la clé, elle reste sur les dirigeants doivent avoir une vision claire de ce qu'ils attendent de leur manager. Et effectivement, c'est là où il peut y avoir parfois des tensions entre des objectifs qui peuvent se chevaucher ou s'opposer parfois aussi. Sokfali, puis ensuite on passera à une ou deux questions dans la salle. Oui, alors je rejoins ce que vous dites. Nous, en Caisse d'épargne de France, en fait, je reprends un peu les termes que vous avez dit tout à l'heure, Mathieu, sur le fait qu'on mise beaucoup sur les managers. Ils ont beaucoup, ils ont plusieurs rôles. Ils doivent être vraiment le couteau suisse. On leur demande d'animer une équipe, d'être exemplaire, de porter le changement. Et donc, ce qu'on a décidé, nous, c'est de casser finalement un peu le sujet de je suis manager et je suis leader dans l'entreprise. Donc, en fait, on a créé un modèle de leadership dans notre entreprise où finalement, on a le manager qui est toujours là vraiment pour manager l'équipe. On a ce qu'on va appeler les experts leaders. Ces experts leaders, ce sont des collaborateurs dans les équipes qui ont une expertise. Ce sont les sachants de l'équipe. Et puis, on a une troisième communauté qui est finalement les change leaders. Les change leaders, ce sont des collaborateurs qui sont curieux, qui souhaitent amener la transformation dans l'entreprise. Et en fait, autour de cette communauté, on va aller créer vraiment tout un écosystème qui va nous permettre vraiment de se transformer et puis derrière de créer une expérience positive dans toute l'entreprise. Donc ça a été ça un peu notre sujet, en tout cas pour nous, c'était de se dire que laissons finalement, on a vraiment des talents dans toute l'entreprise. Et c'est pas parce que je suis manager que je suis un leader. Je peux aussi être un leader et inversement. Donc on est parti aussi dans cette logique. Et c'est une communauté qui fonctionne très bien, qui est animée à la fois par notre direction de la communication, par aussi l'ADRH évidemment. Et je rejoins ce que vous dites, c'est que la vision, il faut qu'elle soit claire du top management jusqu'aux collaborateurs pour que chacun puisse finalement avoir une bonne définition des rôles. Et ça, c'est la clé.
Merci. Je vois que le temps passe très très vite, c'est très riche. Donc plutôt que de refaire peut-être un tour ou deux sur deux autres sujets, est-ce que dans la salle, il y a une ou deux questions qui pourraient compléter utilement voilà, votre vision de ce sujet? Est-ce que quelqu'un a... Je vais me déplacer si quelqu'un a une question, parce que je crois qu'il n'y a pas de micro, il n'y a pas de micro dans la salle. Non. Alors, s'il n'y a pas de questions, moi j'en ai une dernière, parce que j'ai gardé quand même un joker. C'est et les RH dans tout ça, parce que ramener aux RH. Restons sur les managers. C'est en quoi les RH finalement co-construisent cette expérience ou pas avec les managers. Et ma question précise, c'est finalement qui a le pouvoir dans l'entreprise là-dessus? Est-ce que c'est plutôt chez vous les RH qui prennent l'initiative, les managers suivent, ou est-ce que c'est plutôt, parce que ça dépend des entreprises, la ligne managériale qui a vraiment le lead, et puis les RH suivent et font ce qu'ils peuvent poursuivre? Ça tombe toujours d'un côté ou de l'autre à un moment donné, hein, selon les cultures, selon les boîtes. Et rien n'est mauvais ou bon, hein, il n'y a pas de piège. Mais comment c'est chez vous? Qui prend l'initiative? Qui pilote ça? Et, voilà. Alors, donc la ligne managériale est très importante, évidemment. Sans nos managers, on peut pas. C'est notre locomotive. Ils sont vraiment là, vraiment pour tirer l'entreprise et surtout pour apporter, descendre vraiment toute notre stratégie au niveau jusqu'aux collaborateurs. Au niveau de la DRH, je dirais plutôt qu'on est là pour impulser la dynamique. On est là, on a évidemment cette vision un peu stratégique, mais derrière, je parlais tout à l'heure de partenaires. On doit être vraiment là pour accompagner. Donc c'est pas, je dirais pas que c'est vraiment la DRH qui mène, mais plutôt qui impulse. Et c'est pas la même chose, puisqu'en fait on est là aussi pour écouter les collaborateurs et aussi on a aussi évidemment on représente la direction sur certaines décisions. Donc c'est un peu trouver le juste milieu entre les deux. D'ailleurs, on a parlé d'écoute des collaborateurs, on n'a pas trop parlé d'écoute des managers qui le mériteraient aussi. Hein. Enfin, j'imagine qu'on a globalisé tout dans le sujet de l'écoute. Un manager, c'est un collaborateur. Donc non, mais je veux dire, oui, mais eux ont peut-être besoin aussi un peu plus d'écoute parfois parce qu'ils sont un peu noyés dans les process que les RH font. Ça se mesure dans les enquêtes d'engagement. Effectivement, on arrive à mesurer qu'est-ce que disent les encadrants, qu'est-ce que disent les employés, les agents de maîtrise. Donc on arrive à avoir cette mesure. Donc vous l'avez dit, la clé c'est la culture de l'entreprise. Donc vous pouvez avoir des cultures très collaboratives, des cultures plus descendantes. Manifestement, Kiloutou est plutôt assez proche de ce que disait la Caisse d'épargne, avec une ligne managériale forte. Voilà, ça c'est une réalité et c'est le fruit de l'histoire culturelle de l'entreprise, hein, avec un père fondateur qui avait une marque forte, etc. Ensuite, le rôle de la RH, il y a la notion. Nous, on est dans une logique de business partner. Donc, je rejoins l'impulsion, mais moi, je reste avec un point essentiel qui fait qu'à un moment, on sera accepté, reconnu, apprécié par les managers. C'est comment nous, on vient réussir à leur faciliter la vie. Aujourd'hui, effectivement, on vient en disant il faut onboarder, il faut mieux recruter, il faut former, il faut accompagner, il faut faire les entretiens annuels. Donc, effectivement, il y a beaucoup de choses à un moment qui viennent se déverser. Et donc, c'est là où l'IT et puis le service RH peuvent avoir un rôle. C'est comment on arrive à prendre en charge un certain nombre de sujets pour leur permettre de gagner du temps. Il faut qu'on réussisse, nous, à sortir on vient rajouter des briques à chaque fois. Et c'est souvent ce reproche-là qui nous est fait, à nous, RH, au sens large. C'est, vous venez nous rajouter des choses, mais à quel moment vous venez nous soulager ? Donc vive la QVTCT des managers, parce qu'il faut s'occuper d'une certaine manière, oui. David Mathieu, un petit mot pour conclure. On en reste là. On va en rester là sur les sujets, parce que si. C'est bon? Non, mais vas-y, au contraire. Un petit mot de conclusion. Non, mais vous l'avez dit, prenez soin de vous. Hein. En premier, votre santé mentale est vraiment importante. Et invitez vos collaborateurs aussi à prendre soin d'eux, de leur santé mentale. Et vous gagnerez en performance. Voilà. Pour les managers, simplement ajouter que se pratique beaucoup, de plus en plus sûrement, le travail intermanagérial un peu transverse, c'est-à-dire de ne pas laisser le manager seul dans sa ligne,
et que la transversalité pour des managers intermédiaires de proximité ou deuxième niveau, etc., elle est importante, à la fois parce que ça agit comme un soutien si les conditions sont réunies, et à la fois parce que ça permet de confronter les logiques. Là, notre souci, à un moment donné, c'est de réussir à avoir des espaces où s'instruise un peu le compromis, quoi, entre une logique financière, une logique métier technique, une logique sociale, RH. Il faut qu'il y ait des espaces où ça se rencontre. Et pas seulement au moment de l'arbitrage à l'échelle d'un COMEX ou quoi. Il faut qu'il y ait des espaces intermédiaires qui permettent ça. On a peu parlé des partenaires sociaux, je radote, mais une conclusion dans le référentiel QVCT, il y a des choses là-dessus, sur la partie relations sociales? Bien sûr, bien sûr. Toute la démarche est en fait conditionnée par la qualité de cette articulation entre les espaces qu'on ouvre pour traiter du travail à l'échelle micro et comment on articule ça avec des espaces qui sont plutôt ceux qui sont institués avec les partenaires sociaux, et comment ce matériau, quand on a une analyse d'une situation de travail, comment à un moment donné il vient irriguer le dialogue social, et on s'appuie sur une connaissance de la situation pour ensuite délibérer et peut-être négocier un compromis là aussi. Oui, c'est au cœur. Merci infiniment à toutes et tous. Merci à vous tous et toutes. Bonne fin de journée. Merci.